Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. C'est bon, c'est parfait. On va démarrer Thierry. Donc, premièrement, merci à tous les participants de vous connecter. Je sais que pour la plupart d'entre vous, le calendrier est assez chargé, surtout la veille d'un jeudi de l'Ascension. Il y a quand même pas mal de dossiers à terminer avant de partir sur un week-end prolongé. Ce qu'on va faire, donc Thierry, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu le pourquoi du comment du Green IT à la région bruxelloise. Et après, on va se concentrer sur quelques solutions, on va dire, pragmatiques, opérationnelles que tu peux nous partager, que notre audience pourra mettre en place assez rapidement, je l'espère, pour avancer sur la sobriété numérique. Voilà. Dernier élément avant de te laisser parler, Thierry. C'est un événement interactif. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez aussi demander à intervenir. L'idée, c'est de faire aussi monter des gens sur le call. S'il y a des éléments pertinents à transmettre, à diffuser, on sera ravis de le faire. Merci Ismaël. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Voilà, je m'appelle Thierry Chappé. Je travaille actuellement pour la région de Bruxelles. Je suis responsable donc, du déploiement de la thématique du Green IT sur l'ensemble des administrations de la région. Pour vous donner un peu mon parcours, j'ai travaillé 17 ans pour une grosse multinationale de l'énergie, toujours sur des problématiques IT et transformation digitale. J'ai été 4 ans à mon compte et là, depuis 1 an, je travaille pour la région bruxelloise. Je vais vous partager mon écran. Peut-être pendant que je fais le partage, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu où vous en êtes sur ce sujet. Est-ce que c'est une découverte totale pour vous? Est-ce que vous avez déjà des notions? Voilà, comme ça, je peux adapter un peu ma présentation. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Je vais donner ça rapidement. C'est un bon point. Je pense que c'est assez hétérogène. Il y a des gens qui sont assez avancés, mais la plupart aujourd'hui découvrent. D'accord. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de vous introduire au sujet. Il y a 2 parties un peu dans cette présentation. Il y a une première partie que je vais essayer de faire court, mais qui me semble quand même fondamentale. Donc, pour ceux qui connaissent déjà le sujet, peut-être ça vous paraîtrait une redite, mais c'est de bien comprendre quels sont les enjeux environnementaux du numérique, parce qu'en fait, c'est pas du tout évident. Même pour les gens qui travaillent dans l'industrie numérique, la conscientisation, le niveau de maturité sur cette prise de conscience est relativement faible. Et j'en veux pour preuve mon exemple personnel. Je m'intéresse aux problématiques environnementales depuis 10 ans et je travaille depuis 20 ans dans le secteur du numérique et ça fait seulement depuis 2-3 ans que je prends conscience de l'impact de ce secteur. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord les enjeux environnementaux, comment l'infrastructure numérique impacte l'environnement et quelles sont les solutions qu'on est en train de déployer au sein de la région de Bruxelles et de l'initiative numérique responsable de la région. Voilà. Je vais essayer de rentrer un peu dans le détail des solutions et puis vous en parler de manière très pragmatique, très opérationnelle. Vous donner aussi l'état des lieux, où on en est, sachant que ça fait qu'1 an qu'on a démarré ce projet. Donc les enjeux, d'abord pour définir d'où vient la problématique du numérique, ça vient de son infrastructure, de l'infrastructure numérique. Et quand on parle de l'infrastructure numérique, on parle de l'ensemble de tous les terminaux, c'est-à-dire des milliards d'objets, les objets connectés, les laptops, les desktops, les téléphones mobiles, les tablettes qui sont en train d'exploser en termes de quantité au niveau mondial. On parle aussi de tous les réseaux, et toute l'infrastructure réseau, les câbles, les bornes, les répétiteurs, les concentrateurs, les bornes Wi-Fi.
et puis tous les data centers, les milliers de data centers qui sont distribués sur toute la planète. Cette infrastructure, on estime aujourd'hui qu'elle est responsable d'à peu près 4% des émissions de CO2 au niveau mondial, enfin des gaz à effet de serre. Et pour vous donner une idée, ce 4%, ça peut paraître faible, mais c'est plus que tout le secteur aérien réuni qui est aujourd'hui autour de 2-3%. Ça représente à peu près 2 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an, soit 32 tonnes de CO2 par seconde. Et là, je vais juste m'arrêter un petit peu parce qu'on entend souvent cet indicateur de tonnes de CO2, mais c'est très dur de se représenter qu'est-ce qu'une tonne de CO2. Du coup, j'ai une image qui est assez parlante. Une tonne de CO2 à pression atmosphérique au niveau de la mer, c'est contenu dans une sphère de 10 mètres de haut. C'est une sphère qui contient du CO2 ultra concentré, sachant que en réalité, quand on ouvre quand le CO2 s'échappe dans l'atmosphère, il va se diffuser sur des volumes beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui, l'industrie du numérique produit 32 ballons de cette taille toutes les secondes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact, il se fait à toutes les étapes de cycle de vie des équipements. Les chiffres qui sont ici sont des chiffres très approximatifs, ils sont très critiquables, mais c'est des ordres de grandeur qu'il faut retenir pour identifier les solutions les plus pragmatiques. En gros, on estime que 60% de la problématique, c'est dû à la fabrication des équipements et du matériel. 5%, c'est le transport. 20%, c'est l'usage, donc la consommation électrique de toutes ces infrastructures. Et 15%, c'est la gestion de la fin de vie de ces équipements. Donc, on va juste zoomer un tout petit peu sur les différentes étapes. La fabrication, pour fabriquer un ordinateur, il y a différents niveaux. Il faut déjà extraire tout un tas de matières. Pour vous donner une idée, dans un smartphone, il y a à peu près une cinquantaine de métaux différents qu'il faut extraire. Ensuite, fabriquer les matières premières. Ensuite, fabriquer les composants. Et ensuite, transférer ça sur des sites d'assemblage pour fabriquer son ordinateur. L'impact écologique, le sac à dos écologique d'un laptop de 2 kg, c'est environ presque une tonne de matière première qui a été extraite, qui a été broyée, qui a été mise dans des bains d'acide pour extraire les substances. C'est presque un quart de tonne de combustible d'énergie primaire, 22 kg de produits chimiques, 1500 litres d'eau claire qui ont été pollués et qui vont aller dans les rivières, dans les mers et dans les sols. La spécificité de l'industrie numérique, c'est qu'elle est hautement consommatrice de puces électroniques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les puces électroniques ont un ratio destruction de matière versus création du produit qui sont maximum. Pour vous donner une idée, il y a un indicateur qui s'appelle le MIPS, le Material Input Per Service, qui représente la quantité de matière qu'on doit détruire pour fabriquer 1 kg d'un produit. Une voiture, c'est un rapport de 1 à 54, c'est-à-dire qu'il faut détruire 54 kg de matière pour fabriquer une voiture. Une puce électronique, c'est un rapport de 1 à 16 000. Donc, un ordinateur, c'est beaucoup plus léger qu'une voiture, mais le ratio MIPS est beaucoup plus grand. Au niveau du transport, c'est une industrie qui est ultra globalisée, avec une extraction dans certaines régions du monde, une fabrication dans d'autres et l'assemblage et la distribution dans d'autres pays. On estime qu'un smartphone a fait à peu près 4 fois le tour de la Terre quand vous comptez l'ensemble des éléments qui le constituent, quand il arrive tout neuf dans votre Apple Store préféré. Au niveau des usages, l'estimation actuelle, alors ça c'est un chiffre de 2018 il me semble, ou 2019, donc ça a sans doute augmenté et d'autant plus depuis le confinement, mais à l'époque l'estimation est à peu près que pour faire tourner l'infrastructure numérique mondiale, c'est 10% de la consommation électrique mondiale, et il faut savoir que les 2 tiers ou les 3 quarts de la production électrique mondiale se fait sur base d'hydrocarbures, de gaz, de charbon. Au niveau de la fin de vie, on produit tous les ans 50 millions de tonnes
de déchets électroniques. Pour se représenter ce volume, ça fait à peu près 4500 tours Eiffel. Et seulement 20% de ces déchets rentrent dans des filières officielles de recyclage. Ça, c'est une production annuelle. Il faut savoir que même dans les meilleures filières de recyclage, déjà, il faut beaucoup d'énergie pour recycler ces matières et on ne recycle qu'une toute petite partie. C'est-à-dire que là, par exemple, en Belgique, les meilleurs recycleurs, c'est Umicore. Ils extraient 6 ou 7 éléments. Ils extraient de l'or, ils extraient de l'argent, du cobalt, mais des toutes petites quantités de matière par rapport à la masse de déchets qui sont acheminés. Et le reste, ça finit dans des fours. Et 80% de ces déchets, de ce volume global, atterrit dans des filières plus ou moins mafieuses qui ne suivent absolument aucune norme environnementale dans leur gestion des déchets. On a des photos là d'un très très beau reportage que je vous invite à regarder qui s'appelle Welcome to Sodom. C'est un reportage sur les décharges à ciel ouvert au Ghana qui vous donne une idée de l'ampleur de la problématique. 2 autres chiffres intéressants. Depuis 30 ans, la durée de vie moyenne d'un équipement informatique ou d'un ordinateur a été divisée par 3. Aujourd'hui, un laptop, c'est environ 4 ans de durée de vie dans une organisation. Pour une raison simple, c'est que c'est le temps d'amortissement financier. C'est-à-dire toute l'industrie a suivi la logique d'amortissement financier pour gérer la durée de vie de ces ordinateurs. Au niveau des smartphones, en France, 80% des smartphones sont décommissionnés au bout de 21 mois en moyenne, alors qu'ils fonctionnent encore parfaitement. Et puis même si on regarde l'ensemble des composants, même un ordinateur cassé, 95% des éléments électroniques qui le composent sont encore fonctionnels. Donc il y a un énorme gâchis aujourd'hui dans cette industrie. Donc en résumé, voilà les grands chiffres qu'il faut avoir en tête. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a un œil rivé sur les émissions de CO2 parce que c'est l'indicateur le plus facile à utiliser, à calculer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas que les émissions de CO2. Il y a la pollution des sols, il y a la pollution des eaux, il y a les impacts sur la biodiversité, les consommations des ressources abiotiques. Il y a tout un tas d'autres indicateurs qu'il faut prendre en compte pour prendre la mesure de cet impact global. Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un secteur qui est en pleine croissance. On est autour aujourd'hui de 8 à 9, peut-être même 10% de croissance par an. La transfo digitale se fait de manière massive. Et du coup, si on se projette un peu dans les quelques années à venir, il y a différents scénarios. Ici, en ordonnée, vous avez le pourcentage de gaz à effet de serre global de cette industrie. On est ici aujourd'hui à peu près un petit peu au-dessus de 4% en 2022. Ça, c'est la courbe business as usual, c'est-à-dire avec le même taux de croissance de 2019. C'est-à-dire ça, c'est un graphique qui a été fait avant le confinement. Et là, vous avez d'autres scénarios qui intègrent l'intégration massive de la 5G, des objets connectés, des big data, des multivers, donc tout ce que le secteur du numérique est en train de déployer. Dans les scénarios les plus pessimistes, on pourrait doubler ces gaz à effet de serre d'ici 2025. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est la situation actuelle, mais surtout la situation projetée à très court terme de cette industrie. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. On peut passer des heures à discuter de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du numérique a très peu conscience de son impact. Elle est très immature sur ce sujet. On a une vision intuitive en se disant le numérique, c'est digitalisé, c'est dématérialisé, du coup, c'est plutôt bien pour l'environnement. La réalité est beaucoup plus complexe. Je vous invite à lire le rapport du Shift Project si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails de cette problématique. Il y a un rapport d'octobre 2020, Déployer la sobriété numérique, qui détaille toutes ces analyses, qui vous donne les sources et qui donne des prospectives de solutions. Et donc, petit break simplement. Non, pas simplement, on note les points, les sujets, électricité, CO2 et la production aussi qui est hyper consommatrice. C'est clair.
On a une question après sur l'impact du cloud, le fait de passer sur des solutions en mode SaaS qui nécessitent moins de perf par PC. Est-ce que ça nous aide pas à renouveler nos devices de la part de Mehdi? Alors, c'est une bonne question. C'est un sujet qui serait complexe à élaborer. Du coup, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Bon, l'impact du cloud, il faut savoir que les data centers ont aussi un impact. Euh, c'est pas forcément le plus gros impact. L'impact le plus important, c'est vraiment les équipements individuels, et le matériel IT. Je crois que si j'ai bonne mémoire, l'impact du cloud, ou des data centers dans leur ensemble, hein, c'est 10 ou 15% de la problématique. C'est sûr que si massivement on passe tous au cloud, que les puissances de calcul se font au niveau du cloud, il y a peut-être un gain à attendre, à espérer, mais tout dépend du renouvellement des machines. Même si on achète des machines bas de gamme, mais qu'on renouvelle tous les 4 ans, la problématique n'est pas vraiment transformée. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, le passage au cloud ait fait baisser les performances de nos ordinateurs. Mais en tout cas, c'est des sujets assez complexes à analyser en détail, donc je n'ai pas une réponse tranchée à ça. Merci, Thierry. On peut basculer sur les solutions. Ok, je regarde Mehdi en train de... Ok. Ouais, merci. Donc, on va voilà, rentrer un peu dans les solutions qui sont grandement influencées par des études comme celle du rapport du Shift et de tout un tas d'autres groupes de travail qui travaillent Il y a des groupes qui travaillent depuis plus de 10 ou 15 ans sur ces problématiques. Donc, l'objectif, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait au niveau de la région, comment on a pris la problématique et quelles solutions ont émergé des discussions qui se sont enclenchées depuis 1 an. Déjà, rappeler un peu nos objectifs au niveau de la région, c'est d'aider tous les acteurs du numérique de la région et voire plus à prendre conscience de cette thématique et de prendre conscience de l'impact du numérique sur l'environnement. Deuxièmement, proposer des solutions très concrètes, très opérationnelles, des choses réelles qui ont un vrai impact, mesurable, quantifiable. Et 3, convaincre le secteur du numérique qu'il a un rôle à jouer dans la transition écologique. Aujourd'hui, les 2 transitions clés du 21e siècle, qui sont la transition écologique et la transition digitale, se font de manière disconnectée. C'est-à-dire que la transition numérique se fait en faisant complètement fi de son impact environnemental. Et inversement, la transition écologique n'a pas pris conscience du potentiel énorme du numérique dans la transition environnementale. Je vous donne un exemple simple. Pour mettre en place une économie circulaire, vous avez besoin de systèmes d'information complexes pour mettre en connexion des acteurs qui vont s'échanger des matières et donc qui ont besoin d'échanger de l'information. Pour faire du covoiturage, on a besoin d'applis. Voilà. Toutes ces choses-là, le numérique a un potentiel important, mais ne l'exploite pas encore totalement. Et la transition digitale se fait un peu dans tous les sens. C'est un peu le Far West, pour être honnête. Notre conviction au sein des acteurs du numérique responsable, c'est qu'il faut aider à structurer la transition numérique, en tout cas une partie, vers son soutien à la transition écologique. Donc en fait, on conçoit le numérique responsable comme le point de convergence entre ces 2 transitions. Donc au niveau de Bruxelles, une des premières choses qui a été faite, ça a été de créer un écosystème avec les différentes grosses administrations de la région. C'est important en fait de penser en termes d'écosystème. La problématique est ultra complexe. Ça touche à tous les sujets du numérique. Vous allez le voir un peu, les solutions touchent à toutes les dimensions de ce métier. C'est très dur d'être tout seul dans son coin. Et si on veut avoir un impact, la mise en connexion est super importante, ne serait-ce que pour éviter de réinventer la roue au niveau de chaque organisation. Donc aujourd'hui, on a 18 administrations qui participent à cette initiative. Il y a un fort soutien politique de la région. On a une 60aine de participants qui sont tous impliqués dans l'opérationnel de l'infrastructure numérique de la région. Et on a 7 groupes de travail qui se penchent sur 7 axes de problématiques. Et l'objectif de l'initiative, c'est déjà, dans un premier scope, de se concentrer sur les administrations pour pouvoir, dès 2023, faire un déploiement systématique des solutions qui ont été initiées par les premiers groupes de travail. Et ensuite, l'idée, c'est d'influencer le secteur privé, d'encourager, influencer le secteur privé
à déployer ce sujet et puis après de se concentrer sur le secteur public. Voilà en gros les étapes. Pourquoi en premier les administrations? Parce qu'en fait, la région est en train de réfléchir à des normes, des lois, des éléments de contrainte à mettre en place. On veut déjà faire nos armes sur ce sujet, démontrer ce qui marche et ce qui ne marche pas, avant d'inciter le secteur privé à s'engager là-dedans. Je comprends. Un premier pas aussi qui a été posé, qui est un pas important, c'est quelque chose de très concret que vous pouvez faire au sein de vos organisations, c'est de signer la charte de l'INR. Donc l'INR, c'est l'Institut numérique responsable, c'est le think tank français qui travaille sur ces problématiques. Je vous conseille d'aller voir sur leur site, de vous connecter à eux, de faire partie de ce réseau. Ils avaient un réseau de gens passionnés par le sujet qui travaillent depuis des années. Ils produisent tout un tas de guides, de référentiels extrêmement intéressants qui vous permettent d'accélérer très rapidement et de comprendre très rapidement quelles solutions mettre en place sur ces problématiques. Donc, la signature de la charte par les administrations a été une sorte d'engagement moral. Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais c'est au moins un engagement fort pour dire, voilà, les 6 principes sur lesquels on s'engage là-dedans. Deuxième solution intéressante à implémenter, toujours produit par l'INR, c'est l'étude WeNR. C'est un outil d'auto-audit qui vous permet d'établir une première baseline de votre impact de votre infrastructure. C'est un outil qui a été mis en place par un partenariat avec l'Université de La Rochelle, l'Université de Louvain aussi. C'est une étude assez sérieuse. Je vous conseille, si vous êtes membre de l'INR, vous pouvez utiliser l'outil et je crois même qu'il y a une version light qui est accessible à tout le monde. Bon, c'est un premier élément d'analyse intéressant. La troisième étape qui a été initiée, c'est de mettre en place des groupes de travail. Et ça, c'est très, très important. Comme je vous disais, c'est une problématique complexe qui touche tout le secteur du numérique. Et donc, il faut l'approcher, de manière systémique. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre un peu le système pour pouvoir l'influencer. Ça nécessite une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire il faut différentes expertises. Ce n'est pas juste les DSI dans leur coin ou les développeurs dans leur coin. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Il y a les gens de la logistique, les gens des achats, les gens des SI, les équipes de développement, les UX, les product owners, tout le monde est impliqué. Et faire émerger une vraie collaboration autour de cette thématique qui sont les conditions de la transdisciplinarité. Et du coup, on organise des rencontres en présentiel et aussi des conférences calls de groupes de travail très régulières. L'idée, c'est vraiment de créer une synergie entre les différentes parties prenantes. Pour information, c'est une thématique qui motive vraiment les gens. C'est-à-dire les gens ont pris conscience des problématiques, des enjeux climatiques. Du coup, ils sont très réceptifs pour la plupart. Voilà, je dirais 30-40% des gens à qui on explique ça sont très, très réceptifs. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager. Tous les gens qui participent à ces groupes de travail, hormis les 5 personnes de la core team, ils sont tous bénévoles. Et c'est tous des acteurs, on va dire, engagés. Voilà. Donc, il y a 4 grandes thématiques de solutions qui sont déployées. Il y en a une 5e, mais qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore mis de groupe de travail. C'est la problématique des infrastructures et des centres, des data centers. Pour l'instant, on se concentre sur les équipements, sur l'éco-conception des applications, sur conscientiser, former les gens. Ça, c'est même, je dirais, la première étape. Et sur ce qu'on appelle l'IT for Green, c'est-à-dire mettre votre infrastructure au service de projets à impact. Alors, je vais déployer un peu tout ça et je vais essayer de rentrer dans quelque chose de très opérationnel. La première étape qu'il faut faire pour rentrer sur ce sujet, c'est il y a un énorme travail de conscientisation et de communication. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en tout premier parce que si vous êtes tout seul dans votre coin, on le voit par exemple au niveau de l'implémentation des RSE.
si c'est vécu comme quelque chose d'isolé et un exercice qui se fait détaché de l'opérationnel, on ne produit que des documents de communication et on fait du greenwashing, en fait. Donc il faut embarquer les acteurs avec vous, il faut conscientiser, communiquer au sein de votre organisation, faire connaître le sujet et inviter à des changements de comportement, mais surtout des changements organisationnels que vous ne pourrez faire que si vous avez le soutien pendant une réunion où il y a des décisions clés qui vont se prendre. Si vous n'avez pas 2-3 soutiens avec vous, vous allez avoir du mal à le déployer. Donc voilà, c'est une étape importante. Donc comment conscientiser? On vous donne quelques exemples de ce qu'on a mis en place. On a mis en place un webinaire qui dure 1 heure et demie à peu près, qui est assez proche de la présentation que je vous fais d'ailleurs, qui introduit la problématique, qui permet à tous les personnes qui ont de près ou de loin un rôle à jouer dans l'infrastructure, voilà, juste qu'ils soient au courant de ce sujet. Ensuite, il y a un outil très puissant, c'est la fresque du numérique, qui est une petite sœur de la fresque du climat. Donc, si vous connaissez la fresque du climat, voilà, la fresque du numérique se structure exactement sur le même mode. C'est comment on appelle ça, un jeu professionnel, je ne me rappelle plus la terminologie, un workshop de 3 heures à peu près, un serious game. C'est un serious game de 3 heures à peu près, où on demande à un groupe d'une douzaine de personnes de reconstituer la systémique de la problématique environnementale du numérique. Voilà, ça permet aux gens de bien conscientiser la problématique en 3 heures. Et du coup, ça crée du lien et ça crée de l'engagement de la part de ces personnes. Et c'est une manière de commencer à embarquer des gens en les invitant à ce genre de séance. Donc, vous avez le choix, soit en interne, vous formez un facilitateur à la fresque, c'est pas très compliqué, il y a quelques jours de formation, soit vous faites appel à des prestataires externes. Une séance, c'est à peu près entre 1 000 et 1 500 € l'animation d'un groupe de travail. Et un facilitateur expérimenté peut animer jusqu'à 16 personnes, un groupe de 16 personnes. On met en place des événements, donc des conférences débats. Là, je vous donne deux noms là, qui vont intervenir à Bruxelles en Q3. Aurore Stéphane, qui a fait un Thinkerview il n'y a pas longtemps. Je vous conseille d'aller le voir. C'est une ingénieure géologue spécialiste sur les problématiques environnementales des mines et qui pose la problématique de la consommation des ressources et de leur impact, des impacts de l'industrie minière. Et puis vous avez Guillaume Pitron, qui est un journaliste qui a travaillé sur les deux bouts de la chaîne. Il a travaillé tout d'abord beaucoup en Chine sur les problématiques des métaux rares. Je vous invite à vous documenter sur le sujet, c'est très intéressant. Les métaux rares, c'est 17 éléments du tableau périodique de Mendeleïev et qui sont clés pour toute l'industrie numérique. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui a le monopole de ces ressources à 95%. Il y a des impacts environnementaux très forts. Voilà, et je vous conseille de regarder les conférences ou de lire les premiers écrits de Guillaume Pitron. Et il vient de sortir en octobre un nouveau livre sur la fin de la chaîne, sur la fin de vie du matériel. C'est aussi très intéressant à aller voir. Et puis la formation, donc conscientiser, c'est aussi former les acteurs clés. Il y a 4, je dirais, sources de formation. Le premier, c'est le MOOC de l'INR. Donc c'est gratuit. Les gens peuvent suivre le MOOC. Il y a 2 modules. Il y a un module light qui dure 30 minutes, qui explique très rapidement la problématique. Il y a un module un peu plus complexe qui dure plusieurs heures. Et les gens peuvent se certifier. Ils doivent payer 50 ou 70 €. Ils passent un QCM et ils ont une certification du MOOC. Et au niveau des formations, il y a 3 types de formations intéressantes. Une formation sur l'éco-conception des services numériques qui dure généralement à peu près 2 ou 3 jours. C'est plutôt pour les équipes en charge de la création des services numériques. Donc à la fois les équipes techniques, les développeurs, les architectes, mais aussi les équipes, les product owners, et les UX, les chefs de projet. Parce que ce n'est pas qu'une problématique de code, c'est aussi une problématique de conception dès le début du service. Il y a une deuxième formation plus générique
plutôt pour les managers, les décisionnaires, qui doivent être sensibilisés. C'est Green IT, état de l'art. Ça dure à peu près 2 jours. Et puis une quatrième formation pour les acheteurs, achat numérique responsable, qu'on a testé récemment, qui permet de sensibiliser les acheteurs qui font les marchés auprès des fournisseurs ou les marchés publics. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est vraiment conscientiser, avoir des alliés avec vous sur cette thématique. Le deuxième grand axe, c'est les équipements. C'est là où vous allez avoir le plus d'impact le plus rapidement possible. L'enjeu au niveau des équipements, c'est d'essayer de minimiser l'impact de votre parc informatique sur l'ensemble de son cycle de vie et aider à promouvoir une économie circulaire locale de ce secteur. Je ne vais pas rentrer dans le détail du concept de l'économie circulaire, mais c'est vraiment, si c'est quelque chose qui n'est pas connu pour vous, je vous invite à vous pencher là-dessus. En gros, il s'agit de passer d'un mode de production linéaire à un mode de production. Donc, mode de production linéaire, c'est on extrait les matières, on fabrique, on utilise, on jette. Passer à un mode de production circulaire, c'est réintégrer les matières consommées le plus possible dans le cycle. Et ça nécessite différentes étapes. Une étape d'éco-conception, ça nécessite de mettre en place une reverse supply chain pour récupérer le matériel. Ça nécessite tout un tas d'expertise à développer, mais c'est aussi tout un tas de business en fait à mettre en place. En gros, il s'agit de décorréler le revenu de la consommation de matière. Aujourd'hui, dans un business model de vente, le revenu d'une organisation se fait au nombre de produits qu'elle vous vend. Dans une économie circulaire, en mettant en place une économie de l'usage, on rentre dans quelque chose qui permet de créer de la valeur sans forcément détruire de la matière. Voilà en gros le résumé. Donc, la première étape, c'est vos achats, votre sourcing. Mettre dans votre cahier des charges des critères numériques responsables pour vous assurer que vos fournisseurs coopèrent avec vous dans cette problématique pour envoyer un signal aussi au marché. C'est d'autant plus important pour le secteur public qui a un pouvoir d'influence à travers les marchés publics assez fort. Et je peux vous dire que tout le secteur public est en train de prendre conscience de cette problématique. En France, ils sont même assez en avance. Maintenant en Belgique, et je sais qu'il y a d'autres acteurs européens, et notamment l'Europe va pousser à travers le Green Deal pour pousser cette thématique de manière assez forte dans les années à venir. Aujourd'hui, on recommande une note entre 10 et 20% à peu près de la note globale sur les critères numériques responsables. Encore une fois, il y a un guide de l'INR qui a été produit il y a 1 an, qui est très très détaillé, qui est une source d'information très intéressante pour les acheteurs et pour ficeler vos marchés. Le deuxième axe, c'est l'extension de la durée de vie, c'est-à-dire tout faire pour que au sein de vos organisations, votre matériel dure le plus longtemps possible. C'est pas normal qu'un ordi ne dure que 4 ans en fait. C'est possible de le faire vivre beaucoup beaucoup plus longtemps, tout en gardant un niveau de service assez important. Pour l'instant, ce qu'on a proposé, c'est on s'est concentré déjà sur les imprimantes. On a augmenté 1 ou 2 ans tous les contrats d'imprimante. Alors, c'était d'autant plus facile qu'il y avait eu le confinement. Et puis, là, on est en train de travailler sur l'extension de 2 ans de tous les laptops. Je vais passer assez rapidement, mais si vous voulez, on rentrera un peu plus en détail après. Globalement, si vous passez un laptop de 4 ans à 6 ans, vous diminuez de manière mécanique de 36% l'ensemble du sac à dos écologique de votre matériel. Donc, c'est assez important. Si vous le passez à 8 ans, vous divisez par 2. Sachant que c'est la problématique principale, vous avez un impact énorme rien qu'avec cette mesure. Et puis aussi, ça a un impact au niveau financier, c'est-à-dire les 36%, les 50%, les 60%, c'est la même chose sur votre CAPEX. Voilà, et ça, c'est un argument fort auprès du management. On vous donne un exemple au niveau de la région. En tout cas, dans l'organisation où je suis, on gère une plateforme d'achat pour une partie de la région, donc ce n'est pas l'ensemble de la région. Bon, c'est
je dirais un tiers des volumes de la région. On a eu un flux de 8000 laptops par an. C'est un investissement de 11 millions, je crois, si je me souviens bien. Si on augmente de 2 ans, en gros, on diminue de 233 tonnes de CO2 par an, 15 tonnes de produits chimiques, presque 3 millions d'économies au niveau du CAPEX. Donc, c'est des chiffres assez intéressants, assez puissants. C'est une mesure sur laquelle il faut vraiment se pencher. Ce n'est pas une mesure très sexy, mais elle a un impact très fort. Voilà. Il y a tout un tas de critères qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de dire on étend de 2 ans. Il faut, sourcer du matériel d'un peu meilleure qualité. Il faut arrêter le renouvellement automatique. Il y a certaines organisations qui, au bout de 4 ans, la garantie est finie. Automatiquement, le service support change les laptops. Là, on va arrêter. Ça va être sur demande du collaborateur. Il y a des tâches de maintenance matérielle à mettre en place, notamment une tâche importante qui est le dépoussiérage. C'est-à-dire les laptops sont de plus en plus fins, de plus en plus sensibles à la poussière. Et il y a une grande partie des pannes et des baisses de performance qui sont dues à la poussière. Donc, il faut pouvoir démonter. Ça veut dire qu'il faut négocier aussi avec votre fournisseur de matériel, que les équipes support puissent démonter le matériel sans perte de garantie. Ça, on l'a négocié au niveau... C'est Econocom qui a le contrat actuellement. Ils l'ont accepté. Il y a aussi implémenté de la maintenance logicielle. C'est-à-dire que très souvent, la baisse de performance vient de l'OS qui s'est un peu encrassé. Il y a des outils comme CCleaner, CleanMyPC, avec des modules d'administration qui permettent d'administrer un parc de machines et qui permettent d'optimiser l'ensemble de votre OS. Et puis, il y a un point très important, la communication. Il faut communiquer auprès de vos collaborateurs. Il faut leur expliquer le pourquoi de cette extension, mettre des règles de bienséance pour gérer son matériel de manière correcte, éviter de renverser sa tasse de café. Nous, on a des collaborateurs chez nous qui le font presque une fois par an. Donc voilà, il y a des petites règles à mettre en place pour améliorer le matériel. Autre point, décarbonation du transport. Aujourd'hui, la plupart des machines, dont je parle des laptops, là, sont shippées par avion entre le site d'assemblage et le pays d'arrivée. On a travaillé là, avec HP Econocom pour arrêter l'avion, passer plutôt par un shipping par bateau ou par train quand c'est possible. Donc, dans les pays de l'Est, ils peuvent shipper par train et en Chine par bateau. C'est un énorme gain en termes d'impact. Le train, c'est presque 95% de CO2 en moins que l'avion. La contrepartie, c'est qu'il faut accepter un délai de livraison de 6 semaines supplémentaires. Aujourd'hui, vu les délais de livraison, ce n'est pas très grave. Dans un mode plus normal, ça veut dire peut-être gérer un minimum de stock pour absorber cette différence. Au niveau de Bruxelles, on a la chance d'avoir un port et tout un réseau de voies navigables assez important. On est en train de réfléchir à plutôt passer par les voies navigables et par une livraison au port de Bruxelles. Et dans les derniers kilomètres, on a tout un réseau de livreurs par vélo cargo qui sont en train de se mettre en place, dont certains peuvent livrer des volumes relativement importants. Et on est en train d'essayer de mettre des projets en place de tests pour essayer de décarboner au maximum la chaîne logistique. Thierry, merci beaucoup. Il est 11h45 et on laisse toujours un petit temps. Je pense que c'est peut-être tu peux présenter le dernier élément et après on s'arrêtera là et on posera quelques questions parce que j'ai reçu aussi quelques questions en privé, moi. Et tu me laisses 5 minutes et Ok, let's go, on clôture. Alors, sur la 110, c'est important. Il y a tout un réseau d'acteurs de l'économie circulaire. Nous, on en a identifié 5 pour l'instant. On va faire un appel à partenariat pour augmenter. C'est des gens qui récupèrent votre matériel, qui le réparent et qui le remettent sur le marché via différentes filières, avec une dimension sociale souvent. Ça permet une extension supplémentaire de la durée de vie des équipements. Éco-conception, très rapidement, c'est éco-concevoir les services numériques. Comme je dois aller très vite, je vais pratiquement zapper, mais bon, il y a des choses. Ouais, t'inquiète pas, de toute façon. Ok, je vais juste conclure du coup. Ouais. Je passe aussi l'IT for Green, mais c'est un terme que vous pouvez avoir en tête. C'est comment je mets mon infrastructure au service de projets à impact. Et je vais conclure très rapidement pour être dans les temps et laisser du temps au questionnement. Juste pour vous dire, si on regarde le contexte international d'aujourd'hui, on a des difficultés énormes d'approvisionnement qui ne sont pas juste conjoncturelles, qui vont très certainement s'établir sur le long terme.
On a une raréfaction des matières premières. Si vous êtes familier avec ces éléments-là, c'est l'équivalent du pic du pétrole, mais pour l'ensemble des matières. Et dans les pronostics, vous voyez qu'il y a certaines ressources qui sont très, très clés pour le secteur du numérique, qui vont arriver à des niveaux de tension sur le marché très importantes dans les quelques années à venir, dans les pires scénarios. Des problématiques de gestion des déchets, une augmentation des coûts de l'énergie et du transport, une crise climatique qui pointe le bout de son nez. Globalement, la tendance actuelle est à la relocalisation, la décarbonation, la mise en place d'économies circulaires. C'est une tendance de fond qui va continuer dans les années à venir, qui va s'intensifier. Le numérique responsable est une clé importante pour aider les entreprises à faire cette transition, en tout cas les entreprises du service numérique. Quels sont les avantages du numérique responsable? Ce n'est pas juste un élément environnemental, c'est-à-dire la conviction des gens qui travaillent sur ce sujet, c'est d'œuvrer pour la problématique environnementale, mais vous pouvez convaincre vos organisations en présentant d'autres avantages qui sont, une réduction des coûts, extension de la durée de vie du matériel, ça a un impact financier très fort, baisse des consommations énergétiques, c'est important, optimisation des applications. Vous verrez, si vous penchez sur l'éco-conception, ça va tout à fait dans le sens de l'optimisation de la performance, puisque ça vient remettre de la contrainte au niveau de la conception et du développement des applications. C'est une manière de renforcer la qualité de vos équipes de développement de services numériques. Très fort impact d'image. Les entreprises qui s'investissent réellement dans ces sujets ont un impact au niveau du recrutement, de la rétention, de la motivation interne. Je le vois en pratique, c'est beaucoup plus simple de motiver quelqu'un en lui disant tu œuvres pour la planète, plutôt que de lui dire tu œuvres pour le PNL de la boîte à la fin de l'année. C'est une anticipation des contraintes réglementaires. Vous pouvez parier, ça je vous garantis, il y a tout un tas de lois qui sont dans les cartons, à travers le Green Deal au niveau européen, en France à travers la loi AGEC et la loi REN. C'est une anticipation de ces lois, et c'est une anticipation des ruptures d'approvisionnement, et c'est aussi des opportunités business importantes. Voilà, il y a, surtout pour les entreprises du service numérique, c'est la création de nouveaux services en phase avec tous les enjeux qui ont été mentionnés. Voilà, j'espère que je suis à peu près dans les temps. Très bien, excuse-moi, t'as un petit peu au pas de course, mais c'était très bien, très précis comme d'habitude, et je te remercie. Effectivement, j'ai reçu 2 questions, moi. La première question, mais tu peux faire, je pense qu'elles sont liées. C'est: de qui vient l'initiative Green IT à la région bruxelloise? Et j'ai la deuxième question reçue qui est quid de l'implication du top management sur cet enjeu? Alors, je ne sais pas si l'organisation politique en Belgique est un peu différente qu'en France. Globalement, il y a différents cabinets ministériels, et ça vient principalement du cabinet de la transition numérique. C'est le cabinet Claire Failly, le ministre Claire Failly, qui a mis ce sujet au devant de la scène, et qui, par une note du gouvernement, a mis la thématique du numérique responsable comme un axe majeur de la transition numérique. Et donc, il y a une loi, une note gouvernementale je crois que c'était en mars 2020, ou 2021, qui a posé ce principe, et qui a mandaté le centre d'informatique de la région, l'organisme dans lequel je travaille, pour coordonner l'initiative. Il y a un budget qui a été débloqué, et qui a été lancé. Et là, on travaille au niveau politique pour acter un plan numérique responsable au niveau régional et donner une ampleur plus grande à ce qu'on est en train de faire. Et la deuxième question, le support du management. Alors, ça dépend c'est très variable d'une organisation à l'autre. Je sais que, par exemple, au sein de Bruxelles Environnement, il y a un soutien très fort parce qu'en fait, c'est au cœur de leurs préoccupations. Au sein du CIRB, là où je travaille, il y a aussi un engagement très fort, puisque le CIRB a été mandaté pour ça. Et après, en fonction des organisations, il y a des niveaux de conscientisation différents. Et c'est à chaque référent numérique responsable de travailler. Si le soutien, le sponsorship n'est pas là, la première étape, c'est de travailler sur le sponsorship.
Ok. Voilà, c'est très, très variable. En tout cas, Et, une fois que vous montrez les avantages, pas seulement en termes environnementaux, l'impact environnemental, vous allez avoir le soutien des gens qui sont conscientisés à ça. Mais si vous démontrez, parce qu'il y a quand même des logiques aux organisations, c'est souvent des logiques financières et des équilibres budgétaires. Il faut prendre ça en compte. Mais si vous démontrez, et c'est facilement démontrable, que cette thématique va dans le sens de la sobriété financière, matérielle et logistique, vous aurez l'oreille attentive d'à peu près tous les managers. Voilà. oui, c'était ça. Je pense que c'était ça qui était sous-entendu derrière la question. Je sais que toi, tu as été Chief Digital Officer précédemment. Et en résumé, c'est un enjeu, un sujet sur lequel toi, tu arrives à avoir de l'engagement, de l'écoute de l'oreille et même de la participation. C'est pas Ouais. autant une problématique que ça. Non, c'est quand même une thématique et on est à une période où les gens sont ouverts à cette thématique. Le premier écueil, c'est plutôt, c'est pas que les gens sont pas persuadés de l'urgence climatique, mais c'est souvent qu'ils perçoivent le numérique comme étant tout à fait accessoire et anecdotique comparé à l'ensemble des autres secteurs industriels. Il faut démonter ce mythe, c'est la première étape. Et après, moi, ce que je vois, c'est que le soutien à la base est très simple, enfin, est presque plus facile à avoir. Les gens sont très moteurs. Il y a plein de gens, j'ai eu des gens déjà qui m'ont dit je voulais partir de la boîte, je suis resté parce que ce sujet m'intéresse. Et je vous dis, les 60-70 personnes qui font partie des groupes de travail, c'est pas dans leur job description. Ils sont totalement bénévoles, ils sont ultra motivés. Voilà. Donc, il faut faire les deux, hein, du bottom-up et du top-down, c'est-à-dire il faut aller convaincre, faire du lobbying au niveau du sponsorship, du management, et il faut une sorte de montrer qu'il se passe quelque chose au niveau opérationnel. Bah, écoute, merci. Moi, j'ai pas d'autres questions. Simplement pour dire à nos participants aujourd'hui que Thierry fait partie de la communauté Hub Advisor. Si vous voulez aller plus dans le détail, parler de votre contexte à vous personnel, n'hésitez pas. On pourra organiser des consultations. Thierry, toi qui as participé à plusieurs échanges avec des pairs, notamment chez Hub Advisor, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que t'en penses? Bah, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un vrai intérêt en ce moment sur ce sujet. Je veux dire, surtout en France d'ailleurs, la maturité de la transition digitale est assez forte. Bon, c'est un peu moins vrai en Belgique, c'est un peu plus récent. Et du coup, c'est un sujet qui permet de donner un nouveau souffle et surtout de donner une direction à la transition digitale. Et oui, le mode, c'est intéressant effectivement d'avoir ce mode on va dire de conseil. Au sein de la région, on n'a qu'un an finalement d'avance sur ceux qui n'ont pas démarré. Mais en un an, on peut faire beaucoup et l'important, c'est d'accélérer le plus vite possible ce mode de partenariat et de conseil et je pense assez puissant pour ça. Très bien.